Vous faites bien de choisir les programmes de Média. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Talk Africa. Beaucoup de ménages africains consomment des aliments gras et peu nutritifs. La malnutrition a des conséquences dévastatrices sur la santé humaine ainsi que des impacts économiques, sociaux et environnementaux considérables. Selon l'ONG World Vision, environ 19 des ménages sénégalais ont une consommation alimentaire non satisfaisante lors d'une campagne qui s'étendra d'octobre 2023 à septembre 2026. L'organisation a également souligné que dans 16 pays à travers le monde, dont 3 en Afrique, 28% des enfants ne reçoivent pas quotidiennement les nutriments indispensables à leur croissance, contre seulement 9% qui en bénéficient. L'insécurité alimentaire est une source de préoccupation majeure pour les autorités africaines, sénégalaises et la société civile. Comment renforcer efficacement la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique? On en parle avec nos deux invités déjà sur ce plateau. Nous recevons Mamadou Abdoulaye Diallo, ingénieur statisticien, économiste et chercheur au Consortium pour la recherche économique et sociale CRES. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir conviés à cette réunion. En face de vous, nous avons Siré Madifal, diététicien nutritionniste à l'hôpital d'Al-Adiam de Guédiawaye. Merci à vous également. Merci Madame Sirmi, nous sommes contents de répondre à votre invitation. Alors, nous parlons de l'insécurité alimentaire en Afrique, on va dire en Afrique d'abord, ensuite on parlera du Sénégal, bien entendu. Les Africains ont un régime alimentaire très particulier, on va dire qu'il y a quand même des exceptions, mais dites-nous déjà, quel est le constat que vous avez fait en Afrique en ce qui concerne l'insécurité alimentaire? Le premier constat que nous pouvons faire concernant l'Afrique, c'est que l'insécurité alimentaire fait partie de l'Afrique a les taux les plus élevés concernant l'insécurité alimentaire dans le monde. Généralement avec, comment on appelle ça, les pays de l'Asie du Sud, par exemple. Et donc, la forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur en est une raison. Consommation de certains produits qui sont très importés. Et aussi, il faut reconnaître qu'il y a une inaccessibilité marquante des produits, en tout cas, qui servent à améliorer la sécurité alimentaire. Donc, ce qui expliquerait en quelque sorte les taux très élevés d'insécurité alimentaire, particulièrement en Afrique. Et Siré Madifal, est-ce que c'est le même constat que vous également, vous avez fait sur le continent africain? Bon, sur le continent africain, donc voilà, le taux d'insécurité alimentaire est assez alarmant. Dès l'instant que il y a des problèmes qui bloquent cela par rapport aux problèmes d'accessibilité, de disponibilité, mais également d'utilisation, sans oublier de stabilisation des produits et tout. D'accord. Et quel est le rôle aujourd'hui des nutritionnistes? Vous êtes nutritionniste, parce que certains reprochent quand même les Sénégalais une consommation excessive d'aliments gras. Je crois que vous le savez bien que moi, ou bien vous le savez mieux que moi. Et aujourd'hui, quel est le conseil que vous pouvez donner, ou bien quels sont les conseils que les nutritionnistes donnent aux Sénégalais pour qu'ils aient on va dire une alimentation ou un régime alimentaire sain et équilibré? D'accord. Donc, par rapport à l'équilibre alimentaire, donc, nous avons constaté, comme vous venez de le noter, que les Sénégalais ont une alimentation très déséquilibrée. Donc, pour ce faire, donc, il faut les initier par rapport aux notions de base de l'équilibre alimentaire, c'est-à-dire donc, les initier par rapport donc, aux différentes catégories d'aliments, de leur permettre donc, de consommer une large gamme de produits alimentaires en vue de répondre en quelque sorte donc, aux besoins nutritionnels de l'organisme. Oui, parce que la santé, elle est importante et on dit souvent c'est par rapport à ce que nous mangeons et c'est exact ce qu'il était en train de dire, c'est pertinent. On a une large gamme, mais est-ce qu'aujourd'hui ces Sénégalais ou encore on va dire de façon générale ces Africains ont ce choix-là? Si on sait que la vie est un peu difficile en Afrique, on n'a pas la même situation, est-ce qu'ils ont vraiment le choix justement de bien manger?
Alors, comme il a dit, d'abord il faut revenir sur le fait que généralement en matière d'alimentation, les Africains se ressemblent. Donc une étude que nous avions réalisée a permis de constater que les habitudes alimentaires, que ce soit en Afrique de l'Est, que ce soit au Sénégal, en Afrique de l'Ouest... Vous voulez parler du consortium? Je parle du CRES. D'accord. Donc qui permet un peu de constater que nous avons effectivement des habitudes alimentaires similaires, avec une forte consommation de féculents de base, une forte consommation de sucre et une forte consommation d'huile, donc de matière grasse. Et tous ces éléments sont purement calorifiques, qui permettent de satisfaire les besoins calorifiques journaliers, mais qui ont un effet négatif sur la qualité nutritionnelle des repas. Et donc ça se traduit par une augmentation des maladies non transmissibles qui coûtent au Sénégal 233 milliards par an, il faut le reconnaître, et qui cause par exemple 45% des décès. Et donc le problème de l'accessibilité dont vous parlez, c'est un problème qui est réel. Les ménages ayant des revenus relativement faibles vont se tourner vers les produits les plus accessibles. Et généralement, ces produits les plus accessibles sont des produits ultra transformés. Et ces produits ultra transformés contiennent une teneur en sucre, en sodium très élevée, et ce qui est très néfaste pour la santé. Oui, vous avez parlé d'un projet, effectivement, le consortium CRES a mis en place un projet, et c'est une étude que vous avez faite qui va, je pense, ça va faire 2 ans et demi. Vous allez observer encore les habitudes des Sénégalais pour voir comment ce qu'ils peuvent changer leurs habitudes concernant le régime alimentaire. Et nous savons que les Sénégalais ont une variété concernant leur mets. Mais ils mangent très très gras. C'est des habitudes à changer. Je suis avec vous, Siré Madi Fall. Les chercheurs l'ont dit, hein, il fait partie du consortium. Aujourd'hui, comment les politiques publiques peuvent-elles améliorer la sécurité alimentaire des populations vulnérables? Donc là, à ce niveau, je pense que ce serait judicieux de voir les paramètres que je viens d'énumérer récemment, les 4 paramètres, c'est-à-dire l'accessibilité et la disponibilité des produits. Donc, s'il y a manque d'accessibilité ou bien de disponibilité de produits, là, comme il vient de le dire, donc, on n'aura pas accès aux produits nécessaires pour donner à l'organisme tout ce dont il a besoin en termes de macronutriments comme en termes de micronutriments. De ce fait, donc, ils vont faire tout simplement recours à tout ce qui est à portée de main, et la plupart du temps, c'est des aliments transformés. Pour ce faire, donc, la politique devrait beaucoup plus travailler par rapport à l'accessibilité, mais également à la disponibilité des produits, surtout pour les... En faisant quoi exactement l'accessibilité? Qu'est-ce que l'État peut faire concrètement? Ce qu'il peut faire, par exemple, au niveau du ménage, c'est d'aider certaines cibles, telles que la femme. Donc au niveau du ménage, donc, qui est une cible avec qui on devrait bien travailler. Parce que c'est elle qui se charge pour la plupart du temps de l'entretien des enfants, de la famille et tout. Donc là, si on mettrait des activités, par exemple de micro-jardinage par rapport aux femmes, ou bien de faciliter l'accès à l'agriculture avec les femmes de ménage. Donc là, ça va nous permettre en quelque sorte de pallier à cela. D'accord. Je voudrais bien qu'on revienne sur le projet du consortium. C'est un projet très important intitulé « Agir sur les environnements alimentaires pour un accès universel à des régimes alimentaires sains au Sénégal ». Comment est-ce que vous faites justement, ou bien quelles sont les stratégies que vous avez déjà mises en place pour que les Sénégalais aient ce régime alimentaire équilibré? Alors merci pour rappeler que c'est un projet, donc c'est de la co-création. C'est un projet commun entre le CRES et l'ARNA. Et aussi, le l'ARNA, c'est un laboratoire spécialisé en nutrition et aussi financé par, je pense, le CRDI. Il faut dire que nous sommes passés par un constat sur les indicateurs de malnutrition. Le Sénégal a encore un niveau de malnutrition très élevé qui touche 18%, par exemple, des enfants de moins de 5 ans sont en retard de croissance, dont 10% aussi dans la région de Dakar, ce qui est énorme, et un taux d'insécurité alimentaire qui avoisine les 30%. Et aussi, nous partons du fait que
les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles proviennent de ce que nous mangeons. Donc l'idée ici, c'est de faire en sorte d'aller voir comment modifier le comportement des ménages. Et pour ça, on passe par les ménages, de ce qu'ils consomment. Et on a réalisé une enquête auprès de 1800 ménages, près de 3000 individus, en ciblant des catégories plutôt vulnérables. Les enfants de 2 à 5 ans, par exemple, où ils commencent à changer les habitudes alimentaires, les adolescents et aussi les adultes, y compris les femmes. Et donc sur ce point, l'idée c'est de produire d'abord, on va dire, c'est de concevoir la table de composition des aliments, mais aussi fournir ce qu'on appelle un livret de recettes standard, donc, et qui est nutritif. L'idée c'est de produire un livret qui permet de recenser 99 recettes les plus consommées au Sénégal et les rendant plus nutritifs et attractifs. Maintenant, les changements à faire viendront, par exemple, il y a une large campagne de communication qui est prévue en ce sens, où nous irons voir les femmes, nous sommes partis voir les restaurants, les ménages et aussi pourquoi pas initier comment on appelle ça, des activités au niveau scolaire, parce que c'est là-bas où on sent réellement le changement. Commencer très tôt au niveau sensibilisation. Exactement. Parfait. Monsieur Madi Fall, vous êtes diététicien, nutritionniste à l'hôpital d'Al Diab, je le disais tout à l'heure, qui est à Guédiawaye. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sensibiliser davantage les Sénégalais ou encore les Africains? C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont déjà l'information, mais comment maintenir une alimentation saine et équilibrée? Parce que l'information est là, peut-être que les gens sont au courant, mais comment est-ce qu'il faut réussir justement, comment est-ce qu'il faut maintenir, je dirais, cette alimentation saine et équilibrée? Bon, hormis ce que je viens de dire tout à l'heure, donc pour cela, donc il faut encore une fois donc sensibiliser davantage la population. Parce que là, donc d'une part, donc il y a des facteurs qui bloquent cela, donc des facteurs qu'il faut faciliter. Par exemple, les facteurs que je viens de citer tout au début. Maintenant, là, il y a un problème de communication. Donc par rapport aux différents groupes d'aliments, comment les diversifier pour satisfaire les besoins de l'organisme. Maintenant là, il faut agir, par exemple, au niveau des hôpitaux, on peut faire des campagnes de sensibilisation. Par exemple, avec les femmes qui viennent avec leurs enfants, pour les prendre en charge, là, on peut agir à ce niveau, en faisant des ateliers avec elles, leur montrer les différents groupes d'aliments, leur faire comprendre l'avantage donc, des différents groupes d'aliments, comment faire pour les diversifier, pour pouvoir bénéficier de tout un chacun. De ne pas se limiter tout simplement, par exemple, à des aliments très énergétiques que vient de lire Moucheba, tels que les féculents, donc qu'on consomme beaucoup ici au Sénégal. Parce que là, on a pas on a pratiquement tous les groupes d'aliments au Sénégal. Il y a aussi des bouillons, donc, ouais, on peut faire la diversification alimentaire, mais parfois, c'est par méconnaissance qu'on n'y parvient pas. Et là, pour ce faire, donc, il faut vraiment encore agir au niveau des populations cibles. C'est-à-dire multiplier les campagnes de sensibilisation. Surtout par rapport aux mamans, mais également aux enfants donc, qui sont au niveau des établissements scolaires. Concernant aussi les collectivités locales, quelque part aussi, il doit y avoir des activités. Bien sûr. Donc là également, c'est des cibles. Donc là, qui vont nous permettre en quelque sorte de mieux divulguer l'information. Donc même au niveau des communautés locales et tout, donc avec la scolarisation, là les enfants sont une belle cible donc à exploiter. Par exemple, ce qu'on leur enseigne à l'établissement, donc ils pourront au retour les divulguer à la maison. Et là, au fil du temps que ça avance, donc même les mamans chez eux vont avoir, par exemple, des compétences par rapport donc, à l'équilibre alimentaire qu'on enseigne donc, aux enfants au niveau de leur établissement scolaire. Tout à l'heure, je parlais de l'ONG World Vision. Environ 19% des ménages sénégalais ont une consommation alimentaire non satisfaisante. Je suis avec vous. Quelles sont les mesures de renforcement nécessaires pour améliorer la résilience des systèmes alimentaires face aux crises? Ça peut être des crises climatiques, économiques et même sanitaires. Alors, sur ce point, je pense qu'on pourrait agir à deux niveaux. Donc, du point de vue de l'offre, bon, quand on parle, et du point de vue de la demande. Du point de vue de la demande, on agirait sur la consommation donc des ménages. Donc les campagnes de sensibilisation
dont M. Falla a parlé. Maintenant, c'est vrai, le ménage consomme ce qu'il a vu et ce qu'il connaît. Et donc, pour pouvoir changer ces systèmes alimentaires-là, il faut pouvoir intervenir sur toute la chaîne. C'est une chaîne qui va de la production à la transformation, au transport, de la restauration jusqu'à la consommation. Et donc, si on veut changer ces systèmes alimentaires, à court terme, on pourrait s'intéresser à un changement de comportement, à faire comprendre aux ménages ou aux Sénégalais ou aux Africains de manière générale les dangers qui sont liés à la consommation excessive de matières grasses, de l'huile et de matières grasses, de sucre et du sel, par exemple. Et aussi essayer de réorienter les habitudes alimentaires en consommant peut-être moins de féculents mais plus de légumineuses. Donc ça permet un peu dans un premier temps d'essayer d'équilibrer. Mais à long terme, il faudrait investir dans notre système de production qui permet de garantir une plus grande disponibilité et de diversité. Il y a beaucoup de produits que nous produisons dans la sous-région et que nous ne consommons pas. Un exemple, c'est le fonio, qui est très nutritif, mais que nous ne consommons pas beaucoup. Et donc, du point de vue de l'offre, il faudrait investir davantage dans la production agricole, mais aussi dans les chaînes de transformation, en utilisant peu de pesticides, par exemple, qui peuvent avoir un effet négatif, un néfaste sur le produit final consommé par le ménage. C'est très, très intéressant ce qu'il est en train de dire. C'est plus profond parce que ça ne s'arrête pas seulement au ménage, il y a aussi la production. Et justement, lorsqu'on utilise ces produits qui sont nocifs à la santé, quelque part, ça touche directement les ménages. Donc, il faudrait prendre des initiatives dans ce sens-là. Alors, quels mécanismes de surveillance et de contrôle peuvent être mis en place pour renforcer la sécurité sanitaire des produits alimentaires sur le marché? Bon, pour cela, c'est surtout à la base, parce que bon, là, hormis les pesticides, il y a les engrais chimiques également qui interviennent. Donc, pourquoi ne pas utiliser les engrais biologiques pour la population, pour éviter davantage la contamination de ces aliments tels que les fruits et légumes qu'on consomme beaucoup, qui apportent à la population les vitamines, ces minéraux, oligo-éléments dont ils ont besoin pour renforcer le système immunitaire, mais également certains tubercules également qui sont impactés. Donc là, il serait judicieux en tout cas de limiter ou bien d'alterner, de limiter l'utilisation des engrais chimiques et d'adopter des engrais biologiques et donc de voir... C'est cher aussi, c'est pas donné. Hein? C'est pas donné. Quelque part, c'est cher. Hein? C'est pas donné, mais bon, il y a d'autres méthodes également pour fertiliser les terres, donc comme les fumiers qu'on avait l'habitude d'utiliser et autres. Donc il y a pas mal de méthodes traditionnelles qu'on peut utiliser en quelque sorte pour fertiliser les sols. Sauf que bon, parfois ça nécessite des moyens de l'accompagnement entre autres. Donc là, c'est un facteur déjà qu'il faut veiller pour éviter la contamination de ces aliments qui impactent directement la population. Parce que là, hormis ces facteurs qu'on vient de dire, qui est causé par le déséquilibre alimentaire, c'est-à-dire l'excès de gras, l'excès de sucre, l'excès de sel également, qui cause des troubles métaboliques tels que l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, les AVC, le diabète entre autres. Donc là également, ça impacte sur la santé de la population. Donc il faut essayer de voir comment améliorer cela. Tout à l'heure, vous parlez des mécanismes de surveillance et de contrôle concernant le renforcement de la sécurité alimentaire. Vous voulez rebondir? Oui, je voulais dire ici que certes le Sénégal a fait d'importants efforts dans ce sens, mais il faudrait revoir le cadre institutionnel et réglementaire. La plupart des textes qui encadrent un peu la réglementation datent des années d'indépendance, des années 60, certains c'est dans les années 89, surtout en ce qui concerne en matière de contrôle des produits avec le ministère du Commerce. Donc ce serait important de pouvoir améliorer ce cadre-là et y inclure les nouveaux produits qui vont prendre en compte un peu les nouvelles techniques de production, mais aussi la délivrance de tout ce qui est autorisation de production et d'exploitation. Ce serait une bonne initiative et aussi améliorer la descente sur le terrain pour la vérification sur les dates de péremption, mais aussi sur la qualité des produits que les ménages vont consommer. Alors, on parle du renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il y a une différence justement entre l'alimentation et tout ce qui concerne la nutrition.
Et vous êtes mieux placé pour expliquer à toutes ces personnes qui nous suivent. Alors, quelle est vraiment la différence aujourd'hui pour que les gens ne fassent plus cette erreur entre l'alimentation et la nutrition? Là, c'est un point important. C'est vrai que ça ne se limite pas au Sénégal, c'est à travers le monde. Bon, là, les gens donc, ont tendance donc, à ne pas distinguer la sécurité alimentaire, la sécurité nutritionnelle. En quelque sorte, la sécurité alimentaire, en quelque sorte, on peut la définir comme étant la disponibilité, mais également l'accès à la nourriture, donc aux denrées alimentaires. Donc, vous l'avez abordé. C'est ça, tout au début, c'est ça. Oui. Donc là, s'il y a un problème déjà, donc ça sera difficile de rebondir au niveau de la sécurité nutritionnelle. Parce que la sécurité nutritionnelle, c'est en quelque sorte donc, la consommation d'une large gamme de produits qu'il faut diversifier. Et qui impacte aussi notre organisme. Sur le plan nutritionnel. Oui. C'est-à-dire, si toutefois on diversifie l'alimentation en utilisant une large gamme de produits alimentaires, c'est-à-dire en exploitant saine et saine, large gamme saine de produits alimentaires, c'est-à-dire en utilisant de façon équilibrée et saine les différents groupes d'aliments. Parce que, bon, en somme, il y a 7 groupes d'aliments dont l'organisme a besoin pour fonctionner correctement. Donc, il faut jouer cela également pour pouvoir donc, satisfaire la sécurité nutritionnelle. Et pour assurer la sécurité, il faut renforcer aussi la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Je suis avec vous, Abdoulaye Diallo. Comment les acteurs du secteur privé et public peuvent collaborer en ce qui concerne la sécurité alimentaire ou le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique? Alors, dans un premier temps, ils peuvent collaborer en faisant des partenariats publics-privés pour un peu développer notre secteur privé en matière de production agricole. Pour cela, juste pour rappeler qu'on a une situation alarmante en Afrique, 30% des enfants de moins de 5 ans en Afrique souffrent de retard de croissance, ce qui est très énorme et ce qui peut être handicapant à long terme. Aussi, comme on note que plus de 200 millions d'Africains sont en insécurité alimentaire, d'où la nécessité de renforcer la production locale à travers, par une implication davantage du secteur privé, mais aussi une implication de l'État. Maintenant, l'État peut faciliter l'accès, par exemple, à la terre, faciliter l'accès au financement et aussi donner un cahier de charges qui pousserait les investisseurs, en tout cas privés, à satisfaire la demande locale et en ayant des produits de qualité. Ça va permettre un peu de renforcer la disponibilité, l'accessibilité, la sécurité alimentaire, mais qui sera accompagnée par une culture de la nutrition, surtout qui se fera à bas âge auprès des écoles. Et d'ailleurs, c'est un projet qui a été initié par le PAM, le Programme alimentaire mondial, en construisant, on va dire, des poulaillers et des jardins dans certaines écoles, qui initie les enfants à la bonne nourriture, à la culture de la nutrition. Et donc, ça a induit des changements auprès des ménages. Et donc, pour changer la production, à mon avis, il faudrait un partenariat et des investissements très importants dans le domaine de l'agriculture et en faisant intervenir les privés à travers, par exemple, des partenariats publics-privés. Il y a aussi la distribution alimentaire aussi. Il y a des défis à ce niveau-là. Alors, à ce niveau, il y a des défis à relever, surtout la distribution, le stockage, les conditions de stockage des aliments, les conditions de distribution, les aliments qui peuvent être, on va dire, périmés et qui peuvent avoir... Et qui restent même sur les marchés. Hein. Et donc et là, d'où la nécessité, d'où l'intervention en fait des corps de contrôle pour mettre on va dire, pour taper sur la table, pour montrer que, pour sanctionner surtout, on doit dire les entreprises qui font ces pratiques-là, qui sont souvent néfastes à la consommation. Oui, il faudrait vraiment un contrôle parce qu'on le voit en Afrique, ces produits périmés qui sont encore sur le marché et les Sénégalais ou les Africains parfois se sentent obligés d'en acheter par manque de moyens. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour les aider aujourd'hui? Bon, là, à ce niveau, donc je pense qu'il devrait y avoir une chaîne de contrôle et de suivi également. Donc, à chaque fois, donc périodiquement, on pourrait mettre
en place des équipes de contrôle et de suivi pour vérifier, donc, comme il vient de le dire, les dates de péremption concernant les produits alimentaires. Donc surtout en ce qui concerne les produits laitiers, donc, dont la date de péremption n'est pas assez longue. Donc, du coup, bon, il faut qu'il y ait vraiment un suivi à ce niveau, parce que ça peut impacter la population en causant des cas d'intoxication alimentaire collective, les TIAC, entre autres, sans compter les autres troubles que ça peut causer, les troubles d'inconfort intestinal, entre autres. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était donc Siré Madifa, la diététicien, nutritionniste, à l'hôpital Dalal Diam de Guédiawaye. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi. Également, merci à vous, Mamadou Abdoulaye Diallo, ingénieur, statisticien, économiste, chercheur au Consortium pour la recherche économique et sociale CRES. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur Média et prenez soin de vous.